Zone Australe vous est présentée par Zéop, les peintures Mauvilac et Air Mauritius. L'année 2018 marque le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Notre île reste profondément marquée par cette douloureuse histoire. En moins de 2 siècles, plus de 200 000 femmes, hommes et enfants auraient été victimes de la traite, soit près du quart de la population actuelle de l'île. Tout commence à partir de 1665, lorsque la Compagnie française des Indes orientales s'installe dans l'océan Indien. Le terreau est propice à l'esclavage. Ici, la traite négrière existe déjà avant l'arrivée des Européens. L'Afrique n'est pas loin. L'archipel des Comores et Madagascar, où il existe un esclavage indigène, donc forcément une traite. Donc l'essentiel des esclaves viendront de Madagascar, soit ce sont des Malgaches eux-mêmes, soit ce sont des Comoriens rasiés par les Malgaches, par les princes malgaches, et qui sont vendus à l'île Bourbon. Mais on aura aussi des esclaves qui viennent d'Inde, des esclaves qui viendront ensuite d'Afrique, dans une zone qui va de l'actuelle corne de l'Afrique. Vous suivez toute la côte, vous allez jusqu'à la Tanzanie, en incluant l'actuel Mozambique. Et depuis le début de la colonisation, il y a eu des esclaves qui ont été pris au Sénégal et en Guinée, et qui sont arrivés ici. Et lorsque la traite est abolie en France par le roi, en 1817, sous la pression anglaise, on a encore des esclaves qui viennent du Sénégal, qui arrivent ici. La traite suit en effet un circuit très large, avec comme plaque tournante Zanzibar. Lorsque l'on va fermer Gorée, les négriers, qui sont essentiellement les négriers arabes, vont faire traverser la marchandise noire de la partie ouest de l'Afrique jusqu'au marché de Zanzibar, qui est sur la côte est de l'Afrique. Il ne faut pas faire de la surenchère, c'est-à-dire Zanzibar est comme tous les autres points. C'est-à-dire c'est un lieu où, évidemment, convergent les flux qui ont été pris à l'intérieur, après avoir provoqué des guerres, etc. Donc, il y a un lieu de stockage, les navires arrivent et ils partent. Effectivement, les bateaux étaient organisés pour accueillir un maximum de Noirs en cale dans le sous-pont et sur le pont. Et La Réunion réceptionnait ceux qui arrivaient vivants et ceux qui arrivaient en bonne condition, et se mettait en place donc un marché local où l'on achetait localement ce qui venait. Dès lors, ces esclaves n'ont qu'une idée, retrouver leur liberté. Et dès le début du peuplement de l'île, celles et ceux qui parviennent à s'enfuir se réfugient dans les hauts. La grande aventure du marronnage commence. Ce sont les esclaves, je dirais les plus vaillants, qui sont les plus courageux, et qui peuvent aller en marronnage. Quand on n'est pas satisfait de ce qui se passe sur la côte, il faut transcender, il faut s'élever, mobiliser tout son capital énergétique, alors qu'on est faiblement vêtu, qu'on est mal nourri. Et donc, avec le froid, avec le manque de nourriture, on voyait que ce n'était pas une partie de plaisir. Dans les Hauts de Sainte-Suzanne, à Bagatelle, l'association Audace a reconstitué un camp de marrons. C'est le terrain qui appartient à nos ancêtres, parce que moi-même, je suis descendant d'esclaves. Et c'est nos ancêtres, disons Denis Aurès, c'est là je me suis son terrain et qu'avant ça, la vie vraiment ici. Et après, après l'esclavage, elle avait plus la vie, tout le monde attend dans le bas. Et là, à l'aide d'aujourd'hui, nous récupérons ce qui appartient à nous depuis longtemps. Et c'est pour ça là, nous verrons faire un camp marronnier ici. Et là, c'est le camp de l'Indor, le camp de Denis Aurès, c'est nous demande des ancêtres.
Les marrons s'organisaient en fait sous forme de camps. Donc ce camp en fait il est mis en culture, il est organisé sous forme de petites maisons qu'on appelle des ajoupas, qui sont construites donc soit sur les modes de tressage en fait qui sont pratiqués par à Madagascar. Donc les terrains sont mis en culture et on cultive essentiellement ce qu'on appelle dans les textes des patates du Pérou, des pommes de terre, du maïs et des songes. Voilà. Et donc on ramène aussi de la viande qui viennent des plantations. Et là, nous sommes sur une scène de vie où ça nous vit vraiment, nous raconte l'histoire d'un camp, il fait que manger, nous avons le guetteur de là, il veille, je sais pas, personne n'y vient, au cas où un monde y vient, ben, nous changeons de camp, nous arrosons, ça va. C'est pour ça qu'il n'y a rien de vraiment de stable pour dire un cas bien fait, bien fait, parce qu'à tout moment, il peut changer de camp. Le but, c'est quoi? C'est vivre, ou manger, ou boire, et vous êtes content, ben, vous faites une vie tranquille. Et là, on essaie de remettre ça en place. Et c'est tout un réseau de camps que construisent ainsi les marrons. On l'appellera le royaume de l'intérieur. Donc on est dans quelque chose qui est finalement extrêmement organisé, extrêmement bien conduit et avec une logique qui est finalement, d'un point de vue de l'organisation, qui reprend complètement celle qui existait à Madagascar en termes de chefferie et de royauté. Une noblesse interne qui n'arrête pas les chasseurs de noirs. Et lorsqu'un esclave est repris, la sanction est terrible. Le premier schéma, c'est la capture. Donc là, il est ramené en fait dans un endroit qui s'appelle le bloc pour être ramené en jugement après dans un tribunal et être condamné, donc soit au fouet, soit à une sanction plus forte, à la flétrissure, à se faire couper les oreilles. Voilà, donc on retrouve plusieurs cas de figure de jugement qui sont extrêmement violents, selon les degrés de marronnage. Le deuxième schéma consiste tout simplement à être abattu sur place. On lui coupe à ce moment-là la main gauche pour la ramener comme preuve de la capture du marron et en même temps comme symbole en fait pour installer une logique de paix, c'est-à-dire qu'on va la clouter ou l'attacher à des arbres, des tamarins, des manguiers, etc. à l'intérieur des villes. Et les femmes, qui partent marronner comme les hommes, ne sont pas épargnées. Et elles inventent leur propre forme tragique de résistance. Les femmes, en fait, ne voulant pas en fait, être ramenées dans la plantation, souvent avec leurs enfants, vont se suicider, se jeter du haut des remparts avec leurs enfants. Donc c'est un autre cas de résistance. En fait, elle avait ses enfants dans les bras, elle s'est retournée pour regarder les chasseurs, et puis elle s'est jetée en fait, du haut du rempart. Voilà, donc c'est aussi un phénomène de résistance, c'est-à-dire plutôt tuer son enfant et se tuer soi-même, plutôt que redevenir esclave. Face à ces horreurs, vers la fin du XVIIIe siècle, une prise de conscience apparaît en France. Se crée alors la Société des Amis des Noirs qui va militer pour l'abolition de l'esclavage. Elle réussira à faire adopter un premier texte sous la Convention, mais il ne sera pas appliqué. Il faut d'abord rappeler la date de 1794, qui est cette abolition manquée, mais qui a permis aussi aux nombreux intellectuels, pour ne citer que Auguste Lacaussade, Eugène Daillot, Vincent, etc., qui se sont nourris des idées de lumière, mais également se sont inspirés des colonies britanniques où, dès 1807, il y a tout un travail législatif qui est mené pour préparer l'abolition de l'esclavage en Angleterre, qui est de 1833. Ces intellectuels, et aussi des hommes d'église réunionnais, s'engagent dans la lutte. L'abbé Monet, qui va risquer sa vie, on a failli le jeter à l'eau, le père Jean Lafosse et le père Levavasseur. Voilà ceux qui vont lutter contre l'esclavage à La Réunion. En 1817, sous la pression anglaise, la France interdit officiellement la traite négrière, mais celle-ci subsiste malgré tout dans l'océan Indien. La colonie, elle essaie de contrôler ce mécanisme-là, et en fait, elle va installer en fait une négrerie du roi. Donc, on a installé en fait un camp qui se situe sur le site de la caserne Lambert actuelle et à l'arrière du village dans le village de la Petite Île. Et ces esclaves ont la possibilité de racheter leur liberté sous forme d'un service de 6 à 9 ans. Il faut attendre le 27 avril 1848, sous la Seconde République, pour qu'un nouveau décret d'abolition soit promulgué, instaurant ainsi l'égalité citoyenne pour les descendants d'esclaves. L'affranchissement, ce n'est pas uniquement de rendre libre l'esclave, c'est aussi de lui donner un statut de citoyen, où il peut rentrer dans la société par ce biais-là. Et donc il y a un baptême républicain, finalement, qui lui est fait par le fait de lui attribuer un nom de famille en 1848 et qu'il l'intègre dans la République. L'esclavage est donc officiellement aboli, mais personne n'en parle. De peur d'un soulèvement, c'est l'omerta.
Les propriétaires blancs savent, blancs et mulâtres, et noirs, parce qu'il y avait des propriétaires qui étaient noirs, aussi noirs que leurs esclaves, mais ils étaient libres. On sait que l'esclavage est aboli. On sait qu'il y a eu des problèmes aux Antilles. Pour éviter un bain de sang à La Réunion, un émissaire y est envoyé, chargé de missions délicates. Son nom restera dans l'histoire, Sarda Garriga. Joseph-Sébastien Sarda Garriga arrive avec 3 missions. La première, l'abolition de l'esclavage. La deuxième, la remise en ordre de l'économie de ce pays par la création d'une banque. Et la troisième, organiser les premières élections législatives au suffrage universel masculin. Mais Sarda ne décide pas et ne décrète pas l'abolition de l'esclavage à son arrivée le 14 octobre. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que la campagne sucrière, c'est-à-dire l'avenir économique de ce pays, soit gâché et comme aux Antilles, qu'il y ait des troubles, etc. Ce n'est donc qu'après la campagne sucrière, le 20 décembre 1848, que Sarda va s'adresser aux esclaves. La coupe est terminée. Ils vont entendre la proclamation solennelle de Joseph-Sébastien Sarda Garriga qui va leur dire ceci: vous êtes libres, vous n'avez autour de vous que des frères. Officiellement, 62 000 personnes sont libérées ce jour-là de l'esclavage. Les historiens estiment cependant que leur nombre réel pourrait approcher les 70 000. Afin d'honorer ces victimes de la traite et leurs ancêtres, un travail a été engagé en 2004 par l'historien Sudel Fuma. Des stèles ont été dressées à Madagascar, puis à Saint-Paul, et tout au long du chemin suivi par ces femmes et ces hommes. Pour ne citer que le Mozambique, la Chine, l'Inde, Mayotte, les Comores, Maurice, et ces stèles ravivent la mémoire de l'esclavage. Ces symboles artistiques, c'est une façon justement de mettre en place une réponse plutôt à ce drame de la rupture mémorielle après les abolitions de l'esclavage. Alors que le décret d'abolition a déjà été pris. Du drame de l'esclavage est né à La Réunion un miracle, la créolité. Est un reste du comportement du Maroc. Autour d'une langue nouvelle, le créole, c'est tout un art de vivre bien spécifique à notre île qui apparaît. Donc la créolité, qui naît à l'époque de l'esclavage, prépare la situation de demain, c'est-à-dire prépare la société d'après l'abolition et facilite quelque peu la rencontre. Les Noirs ont fait le choix de ne pas faire couler du sang. Parce qu'il fallait vivre ensemble après. Et que si le sang avait coulé, cela aurait été plus compliqué. Force est de constater que le sang n'a pas coulé et que le vivre ensemble s'est établi par la suite. Zone Australe vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac et Air Mauritius.